Napoleó és un dels coprínceps que Andorra li té un agraïment especial. N'hi ha diversos d'aquests que han sigut més importants per la pervivència del país i doncs tenim més a la modernitat el copríncep de Gaulle, que va ser el primer que va venir aquí a Andorra. Tenim el copríncep Mitterrand, que és el que va signar la Constitució el 1993, però tenim un impàs que vam estar entre el 1793 i el 1801, després el document es va signar el 1806, però després de la Revolució Francesa, quan es van apagar la qüestió, ens van dir que ja érem lliures, però la pervivència del país depèn d'aquest equilibri entre el copríncep francès i el copríncep episcopal. I per tant, el 1793 es van suprimir tots els privilegis que tenia Andorra respecte a les aduanes i respecte a la seva sobirania, entre cometes, però aquells anys entremig per Andorra van ser anys de preocupació. Napoleó Bonaparte vam tenir la sort que va reconèixer el que els seus antecessors havien signat, l'Enric IV, successor o hereu de la Casa de Foix, i el Lluís XIV també, amb les cartes patents. Per tant, per Andorra és important Napoleó. Tot i així haurà fet diverses coses bones i diverses coses no tan bones, però el que sí que volíem és que quedés reflectit aquest personatge que tant ens ha influït en el nostre futur. Per això vam demanar al monsieur Éric Rocanière, que ell és professor del Liceu Comte de Foix. De fet, ell no ensenya història, ensenya llengües, perquè és agrégé de lletra clàssica, però sempre s'ha interessat per aquest personatge que és realment ha estat una persona molt diversa i ha sigut un estudiós d'aquest copríncep nostre. Per tant, sense més, li agraïm que hagi fet aquest esforç suplementari a la seva activitat professional i, sense més, ja li passo la paraula al senyor Rocanière. Endavant. Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je vous remercie de votre présence. La Société andorrane des sciences commémore les grandes dates anniversaires d'événements du passé. Cette année 2021 célèbre ou commémore, selon le regard que l'on porte au personnage, le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier. Votre société, évidemment, ne pouvait pas oublier cet anniversaire. Il est évident que les personnes compétentes pour parler de Napoléon auraient été plutôt des historiens. Vous n'en avez pas trouvé, donc vous m'avez proposé de présenter Napoléon et j'ai accepté. Cependant, au moment de parler d'un si grand personnage, je me sens bien petit. Mais c'est quand même un grand honneur pour moi que de présenter Napoléon Ier, car c'est le personnage historique le plus connu en France. J'ai accepté cette lourde tâche, comme vous le disiez tout à l'heure, car Napoléon m'a fasciné depuis la plus tendre enfance. Et en écoutant Thierry Lenz, un historien spécialiste de Napoléon,
Je me suis rendu compte, je l'écoutais lors des commémorations là, en mai dernier, je me suis rendu compte que nous avions eu finalement le même parcours, à savoir qu'il avait découvert, il est né en 59, Thierry Lenz, et il a découvert le Napoléon par un livre pour les enfants, Napoléon raconté à tous les enfants. Personnellement, ce livre, je l'ai aussi, on me l'avait offert, j'avais 7 ans. Ce livre m'avait tellement fasciné que mon grand-père m'avait acheté les 2 volumes d'André Castelot, Napoléon et Bonaparte. Et il se trouve que le grand-père de Thierry Lenz, l'historien spécialiste de Napoléon, également, son grand-père lui avait offert les 2 volumes d'André Castelot. Ensuite, cette passion s'est assoupie à l'entrée en 6e. J'ai un petit peu oublié Napoléon. En effet, en 6e, je découvris par mon prof d'histoire, Georges Delon, je souligne bien, c'est un prof d'histoire qui m'a fait goûter aux lettres classiques. J'ai découvert l'Antiquité et depuis, je me suis surtout consacré aux lettres anciennes que je pratique aujourd'hui encore de par mon métier, mais surtout dans mon loisir, j'insiste. Malgré tout cela, la période révolutionnaire et napoléonienne a scandé les 30 dernières années de ma vie. Je me rappelle avoir fêté, par exemple, en 1989, le bicentenaire le 14 juillet, avec des amis. J'étais jeune, c'était le tout début de ma carrière. Puis, de façon plus discrète, tout au long de ces 30 ans, j'ai eu une pensée pour les dates anniversaires, les bicentenaires de l'épopée napoléonienne. Alors, j'ai eu une pensée lors du bicentenaire de la bataille d'Austerlitz, le 2 décembre 2005, pour le sacre de Napoléon, le 2 décembre 2004, c'était l'année d'avant. J'ai éprouvé une certaine tristesse le 18 juin 2015, puisque c'était la bataille de Waterloo. Et enfin, en mai 2021, j'ai suivi avec beaucoup de ferveur toutes les commémorations du bicentenaire de la mort de l'empereur, conscient qu'une période se terminait, un petit peu à l'image de ma carrière, qui touche peu à peu à son terme. Donc le début, c'était la Révolution, la fin, c'est la mort de Napoléon, pratiquement. La boucle est donc bouclée. Alors, parler d'un personnage historique de la dimension de Napoléon en si peu de temps, nous avons environ une heure, n'est pas une tâche aisée. J'ai donc décidé d'aborder différents thèmes qui permettront de saisir la grandeur de cet homme, qui, en l'affaire d'une quinzaine d'années de règne, a marqué de façon profonde et durable l'histoire de France, si bien qu'aujourd'hui encore on retrouve des choses qui viennent de Napoléon. Même si cela semble une gageure en si peu de temps, il m'a paru nécessaire quand même de faire un rapide résumé de sa vie. Je choisirai donc quelques dates clés, je ne vais pas faire une biographie dans le détail, quelques dates clés afin de rappeler son parcours inattendu et exceptionnel. Ensuite, j'aborderai diverses facettes du personnage. Alors le stratège, bien sûr, puisque Napoléon c'est un homme de guerre, le politique, l'administrateur, ça sera l'occasion de revenir sur ce dont vous parliez, l'administrateur également dans les pays étrangers, notamment l'Andorre, et l'homme également dans son intimité, qui était-il dans le privé? Alors certaines de ces décisions ou de ces actions ont pu susciter le débat dans le passé ou dans le présent. Ce sera l'occasion de discuter, de replacer ces critiques dans leur contexte historique. Enfin, je terminerai par l'élaboration de la légende qui a contribué à élever Napoléon au rang de personnage mythique de l'histoire de France. Bien, alors je vais lancer, ce n'est pas un diaporama,
C'est simplement quelques images qui vont passer en boucle. C'est réglé sur une trentaine de secondes pour chaque image. Et pour chaque image, j'ai fait le choix d'un tableau et d'une citation de Napoléon, une citation clé de Napoléon. Alors au début, il y a deux diapositives, vous allez les voir, qui rappellent les 2 livres de jeunesse dont j'ai parlé tout à l'heure. Et également, vous aurez une diapositive qui présentera les spécialistes, les historiens spécialistes de Napoléon au début. Donc ça va passer en boucle, ça passera, je pense, 2-3 fois du temps de l'exposé. Alors les grandes dates de Napoléon Bonaparte, je vais tenter de résumer sa vie en quelques dates clés qui réveilleront certainement quelques souvenirs scolaires ou de lycée pour certains. Alors Napoléon, il est né le 15 août 1769 à Ajaccio. Il est le 2e fils de Laetitia et Charles Bonaparte. Alors Charles Bonaparte, il était avocat, un avocat corse, cultivé mais sans grande fortune. Le couple eut 7 autres enfants, 4 garçons et 3 filles. Lorsque Napoléon naît en 1769, la France vient d'acheter la Corse à la République de Gênes un an auparavant. Donc 1768, la Corse devient française. Par conséquent, rien ne prédestinait Napoléon à devenir un acteur politique de tout premier plan en France. On avance un peu. En décembre 1778, c'est-à-dire à l'âge de 9 ans, Charles Bonaparte amène ses 2 aînés, ses 2 fils aînés, en France. Et Napoléon entre à l'âge de 9 ans donc à l'école militaire de Brienne, qui est une petite ville de l'est de la France. D'ailleurs, la diapositive, ça tombe juste, elle est juste calée sur ce que je viens de dire. Et il va rester à cette école de Brienne 5 ans, cette école militaire 5 ans. En 1784, il réussit un examen d'artillerie qui lui ouvre les portes de l'école militaire de Paris. Il en sort en novembre 1785 avec le grade de sous-lieutenant d'artillerie. Dès lors, commence pour lui une carrière de garnison, une vie de garnison qui n'est guère enthousiasmante. Il va de garnison en garnison dans le sud de la France et notamment à Valence, où il s'ennuie. Sa carrière, on peut dire, ne serait pas allée plus loin, logiquement. Tout au plus, il aurait fini colonel dans l'armée royale, sans plus, sous l'Ancien Régime. En effet, sous l'Ancien Régime, seuls les nobles pouvaient accéder au grade d'officier supérieur. Par conséquent, la carrière de Napoléon, elle était bridée. C'était, sans compter, sur les événements de 1789, la Révolution française. Alors, dans les toutes premières années de la Révolution, le jeune Bonaparte reste discret. Il prête serment au roi. On pourrait penser donc qu'il est royaliste. Il est tenté par le jacobinisme, il est sympathisant de la Révolution, vous voyez, donc il est discret, il ne prend pas parti, car en réalité c'est surtout vers la Corse qu'il porte ses regards. Et l'heure du choix a sonné pour lui, la Corse ou la France. Il aurait choisi probablement la Corse, mais l'indépendantiste corse Pascal Paoli s'allie avec les Anglais contre les Français. Napoléon est sommé de faire son choix, Paoli avec les Anglais ou la France. Napoléon choisit la France, il refuse de s'allier avec les Anglais pour obtenir une indépendance corse. Sa maison est pillée par les partisans de Paoli et Bonaparte et sa famille sont obligés de s'exiler en France. Le choix est fait, il mènera carrière pour la France.
Mais pour le moment, il n'est jamais que capitaine. Son premier fait d'armes, qui va le faire évoluer, il le réalise à Toulon, à la fin de l'année 1793. Il y est capitaine d'artillerie et il va être tout de suite nommé commandant grâce à ses talents. En effet, le siège de Toulon durait depuis 3 mois à peu près et les anciens commandants n'arrivaient pas à déloger les Anglais de la rade de Toulon. Napoléon, par ses talents d'artilleur, va positionner les canons de sorte qu'il va chasser, il va réussir à libérer la rade de Toulon de l'occupation anglaise. Dès lors, il devient célèbre et il est élevé au rang de général de brigade. Mais il va y avoir un temps d'arrêt dans sa carrière. En effet, il était, comme on l'a dit, il avait été tenté par le jacobinisme et la chute de Robespierre en 1794 le place dans une position délicate. Il se retrouve simple civil, il fait un petit peu de prison aussi, mais à nouveau, la bonne étoile qui va le suivre une bonne partie de sa vie va lui donner un petit coup de pouce. Les événements vont le propulser sur le devant de la scène. Alors quels sont ces événements-là? C'est la Convention, c'est le régime républicain qui est en place à cette époque-là. La Convention est en danger. Barras est un homme fort de la Convention. Et il fait appel à Bonaparte pour établir l'ordre. La Convention est en effet en danger car il y a les royalistes qui menacent de renverser la République. Donc Barras fait appel à Bonaparte qui va rétablir l'ordre le 13 Vendémiaire de l'an 4. Vous aviez une diapositive tout à l'heure certainement. 13 Vendémiaire de l'an 4, c'est le 4 octobre 1795. Et Bonaparte écrase l'insurrection royaliste en plein Paris devant l'église Saint-Roch. Il fait tirer sur la foule. Et en guise de récompense, il est nommé général de l'armée de l'intérieur. Donc petit à petit, il monte en grade. Désormais connu du tout Paris, il fréquente les salons parisiens, fait la connaissance de Joséphine de Beauharnais, qui a une très grande influence dans les milieux gouvernementaux, et il l'épouse le 9 mars 1796. En ce même printemps, le jeune marié obtient le commandement de l'armée d'Italie, qui doit faire diversion en attaquant les Autrichiens à revers, la principale armée étant celle d'Allemagne. En effet, là je replace dans le contexte. La France, à cette époque-là, est en guerre contre l'Autriche, mais le principal front, c'est la frontière allemande. Et on envoie une armée dans le sud pour prendre les Autrichiens à revers. Or, il se trouve que l'armée d'Italie, l'armée de Napoléon, en fait de Bonaparte, va voler la vedette à l'armée du Nord. Il va donc éclipser ses rivaux, enfin comme le général Moreau par exemple, de l'armée d'Allemagne. Il remporte victoire sur victoire, si bien qu'on le surnomme le général Victoire. Alors les grandes dates, c'est Lodi, Arcole en 1796, Rivoli, Mantoue 1797. Et l'Autriche finit par signer la paix avec Bonaparte, qui se transforme donc en politique. Elle signe la paix, l'Autriche, avec Bonaparte, pas avec le directoire. Le directoire s'inquiète de cette popularité naissante de ce jeune général qui a le vent en poupe. Et elle l'envoie en Égypte pour se débarrasser de lui tout en inquiétant les positions anglaises en Égypte. La bataille des Pyramides, 21 juillet 1798, confirme la renommée du général français. La défaite d'Aboukir, 21 octobre 1798, est compensée par la victoire terrestre d'Aboukir, 25 juillet 1799. Mais les événements en France vont déterminer Bonaparte à rentrer.
En effet, le directoire, c'est le gouvernement républicain en France, qui s'appelle le directoire, qui est commandé par 5 directeurs. Le directoire est aux abois. La deuxième coalition des Autrichiens, Anglais et Russes a infligé de graves défaites à la France, si bien que les bénéfices de la campagne d'Italie de 96-97 ont été perdus. Napoléon Bonaparte rentre, en plus on l'appellera toujours Bonaparte, jusqu'à ce qu'il soit sacré. Et le 18 et 19 Brumaire de l'an 8, dans notre calendrier, c'est le 9 et 10 novembre 1799, à l'instigation, là j'insiste bien, à l'instigation des 5 directeurs, d'un des 5 directeurs, il s'appelle Sieyès, Bonaparte fait un coup d'État. Mais c'est à l'instigation d'un des directeurs. Il fait un coup d'État et il est nommé premier consul. Il sera assisté de 2 autres consuls, Sieyès et Roger Ducos, mais qui seront sur une position inférieure par rapport à la sienne. Ils auront un rôle consultatif, simplement. Le consulat de Bonaparte va durer 5 ans. Il rétablit la situation en Italie, avec notamment la victoire de Marengo en 1800, consolidée par la victoire du général Moreau en Allemagne. Et ensuite, il va s'attacher, comme on le verra plus loin dans une autre partie, il va s'attacher à réorganiser les institutions du pays. On le verra dans une autre partie, cela. Le 2 décembre 1804, il se fait sacrer empereur des Français à Paris et prend le nom de Napoléon Ier. Alors, pour quelle raison? On peut l'expliquer de 2 façons. C'est un moyen pour lui de mieux s'insérer dans le concert des puissances européennes. En effet, tous les pays d'Europe sont gouvernés par des empereurs ou des rois. Donc c'est une façon de consolider sa légitimité. Mais c'est aussi une façon de consolider son régime en le rendant héréditaire. En effet, il a déjoué dans les années précédentes, il a déjoué plusieurs attentats et il comprend que son consulat est fragile. S'il venait à disparaître, la lutte pour le pouvoir provoquerait les mêmes désordres que sous le directoire et il est fort probable que la monarchie reviendrait. Donc, c'est une façon, qui est discutable bien sûr, de pérenniser la Révolution, la République, le consulat. Alors à partir de là, les coalitions fomentées par l'Angleterre vont se succéder, et en se défendant, toujours, Napoléon va peu ou prou conquérir l'Europe. Alors émaillons rapidement, vous les avez sur les diapositives qui passent en boucle, les grandes dates: le 2 décembre 1805, Austerlitz, victoire sur les Autrichiens et les Russes, et entrée triomphale à Vienne. 14 octobre 1806, double victoire à Iéna et à Auerstadt sur les Prussiens, et entrée triomphale à Berlin. 8 février et 14 juin 1807, victoire sur les Russes à Eylau et Friedland, et l'empereur de Russie Alexandre demande la paix et il obtient à Tilsit. L'Empire est alors à son apogée, il ne reste plus qu'à mettre l'Angleterre à genoux par le blocus continental. Et c'est là que le déclin va arriver. En effet, c'est afin de faire respecter le blocus continental que l'Espagne est occupée à partir de 1808. La guerre d'Espagne, ça ne va pas être une guerre comme les guerres révolutionnaires ou les guerres précédentes. C'est une guérilla qui va éclater et qui va amorcer le déclin de l'Empire en ouvrant un deuxième front. Napoléon, certes, remporte d'autres victoires à Wagram sur les Autrichiens le 5 juillet 1809. Ensuite, il va chercher à consolider son pouvoir en ayant un héritier. Il divorce de Joséphine, qui ne peut lui donner un successeur. Il se remarie avec l'archiduchesse Marie-Louise le 2 avril 1810. Il aura un fils
roi de Rome, qui naîtra un an plus tard, le 20 mars 1811. Et sa situation en Europe donc semble solide. Bon, il y a bien la guerre d'Espagne qui mobilise quelques troupes, mais il domine toute l'Europe. Le problème, c'est qu'il va être obligé de déclarer la guerre à la Russie, qui ne respecte pas le blocus continental. Il vainc les Russes à la bataille de la Moskova, le 7 décembre 1812, et entre à Moscou une semaine plus tard. Mais l'incendie de la ville, le refus de négocier du tsar, pousse Napoléon à rebrousser chemin, et le froid précoce pour cette année, 1812, va transformer la retraite en désastre. Alors ça va être ensuite la curée, les anciens alliés deviennent ses ennemis, une 6e coalition se forme. Malgré quelques succès, Napoléon doit ployer sous le Nombre à Leipzig, le 18 octobre 1813. L'Allemagne est perdue. La France est envahie. Lors de la campagne de France, Napoléon fait des prodiges, mais le maréchal Marmont capitule à Paris, alors que la situation était encore soutenable. Poussé par ses maréchaux qui sont un peu fatigués, l'empereur abdique en faveur de son fils et il s'exile sur l'île d'Elbe. Louis XVIII, frère de Louis XVI, revient donc en France et c'est la restauration de la monarchie. Cette restauration ne durera que 10 mois, car Napoléon revient en France. Alors pourquoi revient-il ? C'est que la situation de la France est critique, et l'empereur pense avoir une dernière carte à jouer. Il y a une autre explication, c'est qu'il n'était peut-être pas sûr de rester à l'île d'Elbe, il avait eu peut-être des échos comme pourrait l'envoyer déjà un peu plus loin, c'est-à-dire peut-être sur l'île de Sainte-Hélène, déjà. Donc il tente sa chance en revenant en France. Il débarque le 1er mars 1815 à Golfe-Juan et les 100 jours commencent. Sa remontée à Paris est triomphale, mais les ennemis de la France, bien sûr, entrent en guerre. Napoléon prend l'offensive et il porte la guerre en Belgique. Le 16 juin, il met en déroute les Prussiens à Ligny. C'est sa dernière victoire. 2 jours plus tard, à Waterloo, il était vainqueur à 16h, mais il est battu le soir. Il abdique donc une 2e fois, ce coup-ci sans condition. Il se livre aux Anglais, croyant que les Anglais vont l'accueillir sur leur sol, mais les Anglais le déportent à Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique Sud. Il y meurt le 5 mai 1821, à 5h49 du soir, et Napoléon disparaît dans l'histoire jusqu'en 1840, où Louis-Philippe obtient des Anglais la permission de ramener les restes de l'empereur. Donc le 15 décembre 1840, tout Paris assiste aux grandioses funérailles et Napoléon repose aux Invalides. La légende est née. Voilà pour les repères chronologiques, les grandes dates que j'ai retenues. Alors maintenant, on va aborder un 2e point, on va aborder des points thématiques. Je vais commencer par aborder le stratège. Napoléon, bien sûr, c'est un stratège. Vous l'avez vu par les dates que j'ai pu citer. Les dates essentielles de la biographie de Napoléon, nous le constatons, ce sont des dates souvent de bataille. Et pendant très longtemps, jusqu'aux années 1970, l'histoire napoléonienne s'est limitée à l'histoire des batailles de Napoléon. Il fait partie des grands conquérants de l'histoire, à l'instar d'Alexandre le Grand, Hannibal ou Jules César, qu'il appréciait fortement. Ce sont des héros d'une antiquité qui est d'ailleurs remise au goût du jour sous l'Empire. Notons les aigles, symbole du pouvoir de l'Empire. Notons le style empire dans les meubles, l'architecture, etc. Alors Napoléon, c'est le produit de la Révolution. Il n'était pas seul, bien sûr. D'autres grands généraux sont aussi sortis du rang, comme Moreau, que j'ai cité, Kléber, Bernadotte, Masséna, Murat.
pour ne citer que quelques-uns des grands maréchaux de Napoléon. Ils n'ont pas tous eu sa bonne étoile. Certains sont morts prématurément. Kléber, il a été assassiné lors de la campagne d'Égypte. D'autres n'avaient pas d'envergure politique ou n'ont pas su saisir la chance au bon moment. C'est par exemple le général Moreau qui à l'origine était mieux placé que Napoléon, puisqu'il avait la direction de l'armée du Nord, alors que Napoléon n'avait que celle d'Italie. C'était lui qui détenait qui avait les cartes en main, mais Moreau n'a pas su profiter de la situation. Bernadotte également, qui aurait pu remplacer Napoléon Bonaparte. Mais il n'a pas su saisir sa chance, encore que Bernadotte se révéla très opportuniste, puisque la famille Bernadotte est toujours sur le trône de Suède. Et c'est Napoléon, bien sûr, qui avait mis Bernadotte sur ce trône. D'autres n'étaient que de très bons militaires, Masséna, Murat, mais de piètres politiques. La réussite de Bonaparte s'explique par ses qualités militaires et décisionnelles. En effet, je le cite, « L'art de la guerre est un art simple et tout d'exécution. Il n'y a rien de vague, tout y est bon sens, rien n'y est idéologie, dit-il. » Cette citation, vous n'avez pas sur l'écran. Napoléon a livré plus de batailles que les grands conquérants de l'Antiquité réunis. Jean Tullard, spécialiste de Napoléon, vous l'avez à l'écran, tout à l'heure, oui, il est là, justement. Jean Tullard, spécialiste napoléonien, en dénombre 90 victoires, 90 batailles sous le commandement direct de Napoléon Bonaparte. 90 sous son commandement, et il en a perdu très très peu. Il en a perdu 2-3, dont la principale, Waterloo, bien sûr. Malgré la défaite finale, il a offert la gloire à toute une génération, et même aux générations suivantes. Car est-il un homme d'État dans l'histoire de France qui ait occupé Vienne, Berlin, Moscou, Madrid? Certainement pas. La première explication de ses succès se trouve dans sa formation, sa personnalité et ses aptitudes naturelles pour le métier des armes et le commandement. Il a étudié dans un livre L'essai général de tactique de Jacques de Guibert, publié en 1772, ça a été son livre de chevet. Et quelle est sa stratégie? Une stratégie révolutionnaire. Vous avez vu qu'il a fait des études d'artillerie, et il mise tout sur l'artillerie. L'artillerie doit être concentrée sur un point dans une bataille et rompre la ligne adverse. Ensuite, la cavalerie parachève le succès. Donc on fait une grosse concentration d'artillerie sur les troupes, et ensuite on les disloque, et la cavalerie emporte le succès. Par ailleurs, Napoléon aussi innove, car il accorde beaucoup d'importance à la géographie, et il va développer les services de cartographie. Partout où il passe, il utilise des cartes d'une très grande précision, ce qui fait son avantage, par exemple, à la bataille d'Austerlitz sur les Russes. En revanche, un petit défaut dans sa stratégie, et aujourd'hui justement c'est la veille de la défaite de Waterloo, c'est qu'il n'accorde pas une grande importance à la météo. Et la bataille de Waterloo, il la perd parce qu'elle a débuté trop tard à cause de la pluie. Ensuite, sa stratégie et ses tactiques, elles reposent sur le mouvement et l'offensive systématique. Il faut disloquer les forces ennemies avant d'atteindre l'objectif principal qui est la capitale du pays. Alors, lors de la campagne d'Italie, qui est le chef-d'œuvre de stratégie, il manœuvre systématiquement pour obtenir en toutes circonstances la supériorité au moment de porter le coup décisif. C'est-à-dire qu'en Italie,
il est en infériorité numérique systématiquement. Mais par ses mouvements de troupes, il arrive à déplacer les ennemis, si bien que, à un moment donné, il se retrouve en position de supériorité numérique, parce qu'il les a manœuvrés d'un côté de l'autre. C'est une guerre de mouvement où les jambes des soldats jouent un très grand rôle. Ce sont les marches par exemple, certaines de ces troupes peuvent faire 140 km en 2 jours. Alors qu'une armée normale à cette époque-là, c'est environ 30-40 km maximum. Et paradoxalement, c'est lorsqu'il n'avait pas la supériorité numérique qu'il s'est montré le plus habile. Sur des batailles comme Wagram, la Moskova ou Waterloo, où il avait la supériorité numérique, il a préféré jouer sur le choc frontal, et ça a été soit des victoires difficiles, la Moskova ou Wagram, soit une défaite, Waterloo. Ces troupes, maintenant, parlons de ces troupes, elles ont été remarquables tout au long de cette période. Et dans les troupes, on distinguera l'état-major, dirigé par le maréchal Berthier tout au long de la carrière, tout au long de l'Empire, qui était de la plus grande efficacité. D'ailleurs, le maréchal Berthier n'était pas à Waterloo, il était mort, il a fait défaut. Et ces maréchaux, tous plus ou moins produits de la Révolution comme lui, étaient d'un courage, d'une fougue et d'une compétence sans égale. Alors parmi les grands maréchaux, j'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, on en citera d'autres, Davout, Soult, Suchet. Là, ces trois-là, ils sont reconnus surtout pour leur intelligence stratégique et leur autonomie. Ensuite, Lannes, le maréchal Lannes, Masséna, Ney, Murat, surtout pour leur bravoure. L'armée, il la réorganisa également, et c'est ce qui va constituer aussi son avantage sur les armées de l'époque. Il a un temps d'avance, il réorganise l'armée en la décomposant en corps d'armée. C'est-à-dire que jusqu'alors, une armée c'était un bloc. Et lui, il organise des corps d'armée, alors il y en a parfois 6, 7 selon les campagnes. Les corps d'armée, ils sont composés de 30 000 hommes, et ils opèrent séparément. Mais ils peuvent se réunir rapidement à l'occasion d'une bataille décisive. Ce qui fait qu'avec ces corps d'armée, l'ennemi ne sait jamais trop où le choc décisif va se produire, puisque les corps d'armée peuvent se rassembler un peu n'importe où. Ces corps d'armée, ils sont subdivisés en divisions. Là, c'est pareil, vous voyez, le front, il peut s'étaler sur une cinquantaine, centaine de kilomètres, sans qu'on sache exactement où aura lieu le choc décisif. Et ces divisions, elles peuvent tenir une journée seules, en attendant que le reste de l'armée arrive à la rescousse. Et enfin, il y a des corps de réserve pour apporter le soutien en cas de besoin. Et pour terminer, bien sûr, la garde impériale, qui est l'armée d'élite de Napoléon et qui intervient rarement finalement. L'expérience des soldats va jouer bien sûr un rôle déterminant dans ces succès. La plupart des soldats étaient sous les drapeaux depuis le début des guerres révolutionnaires, mais à partir de 1808, où une partie de ces vétérans se retrouvèrent immobilisés en Espagne, puis après le désastre de la retraite de Russie, les nouvelles recrues, qu'on nomme les Marie-Louise, se montrèrent fougueux, mais moins aguerris, bien sûr. Pour conclure sur Napoléon, stratège, Napoléon, c'est l'un des chefs de guerre les plus prestigieux de l'histoire, mais son étoile a eu tendance à pâlir sur la fin de l'Empire. Alors, pour quelle raison? C'est dans un premier temps que ses ennemis commençaient à s'adapter aussi à ses méthodes. Il y a eu le réveil des nationalismes, et avec ce réveil des nationalismes, ses ennemis devenaient de plus en plus nombreux. Par ailleurs, l'empereur vieillissant aspirait
à une tranquillité bourgeoise et il était moins incisif. Cette paix qu'il souhaitait depuis le début, il ne l'obtiendrait jamais. Et c'est là l'échec de sa politique extérieure. On va désormais parler du politique. On a vu le stratège, on a parlé des affaires militaires, maintenant voyons le politique. Alors Napoléon, on l'a vu, bien sûr, c'est avant tout un militaire. Comme on l'a dit plus haut, rien ne le prédestinait à occuper le premier rang sur la scène française et européenne. Cependant, il est devenu également un grand politique. Et à partir de quel moment il s'est rendu compte qu'il pouvait jouer un rôle politique? C'est après la bataille de Lodi, en 1796, qu'il comprit qu'il avait une carte à jouer en politique. En effet, c'est pendant la campagne d'Italie, on l'a dit tout à l'heure dans les repères historiques, qu'il a pris ses premières décisions politiques. On l'a vu tout à l'heure, il a traité directement avec les Autrichiens, alors que logiquement, il aurait fallu que les Autrichiens envoient des ambassadeurs à la France, mais c'est Bonaparte qui a négocié, et le directoire a avalisé ces négociations. L'exemple, c'est lors du traité de Leoben, en 1997, où il a démembré de sa propre initiative, il démembre la République de Venise. Et le directoire avalisera ce démembrement. Le pouvoir véritable, il le prend, on l'a vu dans les grandes dates, il le prend bien sûr le 18 Brumaire de l'an 7, 9 novembre 1799. Il est désigné premier consul. Donc il est assisté de 2 autres consuls, comme on l'a dit, à voix consultative. Et le 13 décembre 1799, il promulgue une nouvelle constitution. Peu à peu, son pouvoir va devenir de plus en plus personnel. La constitution de l'an 10, en 1802, le proclame consul à vie, et le Senatus Consulte du 18 mai 1804, c'est la constitution de l'an 12, confie le gouvernement de la République, j'insiste bien, le gouvernement de la République à l'empereur des Français. Le gouvernement de la République à l'empereur des Français. Les détracteurs de Napoléon lui reprochent d'avoir trahi la Révolution en rétablissant un pouvoir personnel. En effet, Bonaparte proclame dans la Constitution que la Révolution est finie. En réalité, le verbe finir est mal interprété par beaucoup d'historiens, car, les détracteurs, bien sûr, les historiens détracteurs, parce que les historiens que vous avez à l'écran exposent ce que je vais vous dire. Le verbe finir, ici, signifie parfaire. C'est-à-dire que la révolution est finie, ça signifie que la religion est parfaite. C'est comme un objet qui est fini, un objet qui est bien fait. Donc la révolution est finie, la révolution est parfaite. En effet, Napoléon, par cette constitution, il mettait un terme à toutes les errances de la révolution et il allait mettre en œuvre les idées révolutionnaires de façon positive. Et quoi que l'on dise, le consulat, c'est un gouvernement républicain. En ce qui concerne l'Empire, la discussion est plus délicate. Là, les détracteurs ont davantage de cartes en main. En effet, l'Empire, là, on va vraiment vers un pouvoir personnel. Mais le terme d'Empire, pareil, il faut le prendre au sens étymologique. Il doit être pris au sens du latin imperium, signifiant pouvoir, domination sur un territoire. Et on dit bien l'Empire français, sous la 3e et 4e République, sans que cela pose problème.
alors qu'on est en République. On dit l'Empire français pour parler de l'Empire qui était colonial. On parlait de l'Empire anglais aussi, alors que britannique plutôt, alors que ce n'était pas... Par conséquent, la Constitution indique également, la Constitution de l'an 10 que je citais tout à l'heure, elle indique qu'elle confie la République à l'empereur des Français. Elle confie la République à l'empereur des Français. Et si on observe les mots, il n'est pas empereur de France, il est empereur des Français. Il n'est pas empereur de France comme l'empereur d'Autriche, comme l'empereur de Russie. Il n'est pas non plus le roi de France. Vous voyez, il est empereur des Français. Cela signifie qu'il ne gouverne pas pour ses intérêts personnels, mais pour ceux de la nation. Ensuite, les détracteurs de Napoléon répondront que sa politique mégalomane l'a poussé à des conquêtes inutiles et meurtrières. En réalité, Napoléon a hérité des guerres de la Révolution. Entre 1792 et 1815, il y eut 7 coalitions. L'Angleterre, ennemie jurée de Napoléon, participa à toutes et elle fomenta les 6 dernières. Lors des 2 premières coalitions, il fallut sauver la France de l'agression de l'étranger pour établir la monarchie. En 1805, Napoléon punit à Austerlitz l'attaque de l'Autriche et de la Russie. En 1806, il punit à Iéna l'attaque de la Prusse. En 1809, il punit à Wagram la trahison de l'Autriche. En 1812, il se voit contraint de déclarer la guerre à la Russie qui ne respecte pas le blocus continental. Lors de la dernière coalition, il doit défendre l'intégrité de la France. Quant au nombre de morts, les spécialistes des campagnes révolutionnaires et napoléoniennes, comme Patrice Gonifet, que vous avez à l'écran de temps en temps, ils évaluent les pertes françaises à 800 000 morts pour une période de 25 ans de guerre révolutionnaire et impériale pour la France. C'est un bilan, si on fait une comparaison, c'est un bilan qui est moindre que celui des guerres du XVIIIe siècle. La guerre de 30 ans, entre 1618 et 1648, a fait 1 400 000 morts. Et la guerre de 7 ans, 1756-1763, a fait 600 000 morts. 7 ans. Et si on regarde la démographie de la France en 1815, la France est aussi peuplée qu'avant la Révolution. Sa seule erreur politique, c'est assurément la guerre d'Espagne, déclenchée en 1808. C'est le respect du blocus continental qui l'a motivé, mais était-elle nécessaire ? Car l'Espagne était déjà un satellite de la France. Certes, il y avait un Bourbon sur le trône d'Espagne, mais représentait-il un danger pour lui? Certainement pas. Il aurait pu le laisser sur place plutôt que de mettre son frère. Il reconnaît d'ailleurs à Sainte-Hélène que ça a été une de ses erreurs d'avoir fait la guerre d'Espagne. En tout cas, l'ouverture de ce nouveau front avec une guerre d'un aspect nouveau, la guérilla, lui fait une mauvaise publicité en Europe. Elle entache déjà l'invincibilité de la Grande Armée, et surtout, elle va réveiller les nationalismes en Europe. De fait, lui qui s'était toujours présenté comme le sauveur des nations opprimées par les régimes monarchiques européens, il étouffait la rébellion espagnole dans le sang. Les idées de liberté qui avaient séduit l'Italie, l'Espagne au début de son épopée n'ont pas fonctionné dans un pays comme l'Espagne. En effet, l'Espagne est un pays qui avait des particularismes bien marqués
et encore un pays fortement soumis à l'obscurantisme religieux à cette époque. Donc en Espagne, il a échoué. En fait, pour conclure sur le politique, toute sa politique extérieure a consisté à combattre l'Angleterre. Mais comme après la défaite de Trafalgar, la défaite franco-espagnole de Trafalgar le 20 octobre 1805, le tout débarquement prévu en Angleterre était impossible, il lui fallut inventer un nouveau type de guerre, la guerre économique, et le blocus continental l'a obligé à resserrer la vis à tous ses alliés. Et ce blocus continental a failli réussir à un moment donné. L'Angleterre était pratiquement à genoux, mais la campagne de Russie a ruiné les espoirs de réussite du blocus. Alors maintenant, on a vu le stratège, on a vu le politique, passons à l'administrateur. Alors bien que la politique extérieure, comme on l'a vu dans les deux parties précédentes, l'ait fortement accaparée dès l'instauration du consulat, Bonaparte réforma profondément et durablement l'administration. Dans cette partie, on va traiter quelques-unes de ces réformes qui sont toujours d'actualité aujourd'hui en France. Alors, dans le domaine de l'administration de l'État, il a créé le Conseil d'État, qui existe toujours. Alors les compétences du Conseil d'État étaient très étendues. Ça allait de l'assistance au pouvoir exécutif, au contentieux avec les administrations. Sous Napoléon, il était composé de 50 membres spécialistes, dont Lascazes, celui qui a écrit le mémorial de Sainte-Hélène, qui était un conseiller d'État. Et ces spécialistes, spécialistes dans des domaines différents. Le Conseil d'État était présidé par le chef de l'État, par Napoléon. Donc. Alors on y discutait longuement de tout ce qui touchait l'administration. Aujourd'hui encore, le Conseil d'État joue le rôle de conseiller suprême du pouvoir exécutif, notamment en ce qui concerne la rédaction des projets de loi gouvernementaux. Sous Napoléon, le Conseil d'État siégeait au palais des Tuileries, qui a été détruit en 1882 suite à un incendie sous la Commune, et aujourd'hui le Conseil d'État, il siège au Palais Royal. Ensuite, il a créé la police nationale, la gendarmerie nationale, les préfectures, les directions générales du Trésor et des Finances, la Banque de France, etc. Dans la justice et le droit, ça c'est très important aussi, son empreinte est toujours présente. Le Code civil a été promulgué le 21 mars 1804. Et le Code civil par le Code civil, il fait adopter un code de loi bien rédigé et facile à interpréter. Ce code met en œuvre l'égalité de tous les citoyens devant la loi. C'est une nouveauté. Et on peut noter que sur les 2281 articles que comporte le Code civil, aujourd'hui encore, en 2021, une petite moitié date de 1804 sans modification. Donc ça veut dire qu'il reste environ 1000 articles valides aujourd'hui, sur les 2281. En parallèle du Code civil qui organisait la société, le Code pénal en assurait la défense. Le Code pénal a été promulgué le 22 février 1810. Il fixe un minimum et un maximum pour les peines. Dans le domaine de la santé publique, il a créé l'internat des hôpitaux en 1801. En effet, la Révolution avait supprimé les facultés de médecine et le recrutement des médecins était assuré par des écoles. C'était un recrutement peu homogène. La création de l'internat assurera donc la compétence des futurs médecins. Et décrocher le concours
consistera finalement à décrocher le bâton de maréchal en médecine. Pour ce qui nous concerne, Napoléon réorganise aussi l'enseignement. Le lycée remplace les écoles centrales de la Révolution. Il y avait 45 établissements, 45 lycées en 1802, qui correspondaient au diocèse, et on passe à 100 en 1811. Le recrutement des professeurs est effectué par des inspecteurs assistés de 3 savants, ce qui assure la qualité de l'enseignement. En 1809, le baccalauréat porte sur tout ce qu'on enseigne dans les hautes classes du lycée, un peu comme ce qu'on retrouve bien sûr aujourd'hui, même si avec beaucoup d'évolution. Le baccalauréat sanctionne la fin des études secondaires. Enfin, au sommet de la pyramide, l'université impériale permet d'affirmer le monopole de l'État sur l'enseignement. Elle se subdivisait en 5 facultés: théologie, droit, médecine, sciences et lettres. Et elle décernait 3 grades: le baccalauréat, la licence et le doctorat. Les enseignants, maîtres et professeurs ne formaient désormais plus qu'un seul corps, qui était formé dans les écoles normales. Il s'est aussi, changeons de sujet, il s'est aussi intéressé à la culture, en créant la Direction générale des musées en 1802, qui deviendra plus tard la Direction des musées de France. Il crée le dépôt légal, savoir un dépôt à la Bibliothèque nationale de toute publication. Continuons avec la société, qui ont des problèmes sociaux qui ont fait l'objet de son attention. Avec le Concordat en 1801, il met un terme aux excès révolutionnaires en matière religieuse et réconcilie la République avec la religion catholique, qui est reconnue comme religion de la majorité des Français. Napoléon n'était pas croyant, mais il avait compris que pour avoir une paix sociale, on ne pouvait pas aller contre-persécuter les religions, on ne pouvait pas faire les excès de la Révolution. Ce concordat, bien sûr, va permettre de maintenir la tranquillité intérieure. Il organise aussi les cultes protestants, juifs, respectivement en 1802 et 1808. Alors, jusqu'à présent, nous avons vu son activité réformatrice en France. On pourrait continuer en parlant d'autres pays. Ce serait bien sûr trop long par rapport au temps qui nous est imparti. Je vais cependant dire quelques mots, comme on me l'avait demandé, sur l'Andorre, ce petit pays frontalier qui avait des avantages fiscaux sous l'Ancien Régime. Les avantages fiscaux consistaient en cela. Les denrées ou bestiaux que les Andorrans importaient étaient exempts de droits dans la mesure où ces importations étaient destinées exclusivement à l'Andorre. Exempt de droits dans la mesure où les importations restent en Andorre. En revanche, ils versaient annuellement une modeste redevance à la France, au Royaume de France, une redevance qui était 2 fois moins importante que celle qui était versée à l'archevêque d'Urgell. À la Révolution, et plus précisément en 1793, le représentant du département de l'Ariège refusa de percevoir les redevances que payait l'Andorre. En effet, il considérait que ces redevances étaient destinées au Royaume de France et que la République n'avait donc plus rien à voir dans cet accord. En fait, l'intention du représentant de l'Ariège était louable. Il abolissait une certaine forme de servage, d'imposition. Cependant, vu du côté andorran, c'était désavantageux. De fait, les denrées qu'ils importaient, ils les revendaient illégalement, soit dit au passage, mais avec du gain.
Il revendait en Espagne, certainement. Il faisait donc de la contrebande. Les habitants du Val d'Andorre demandèrent donc à la France de les rétablir dans leurs droits ou dans leur servage. La question fut traitée au Conseil d'État, dont on a parlé plus haut, et finalement Napoléon signa le 27 mars 1806 que les Andorrans retrouveraient les conditions avantageuses qu'ils avaient sous l'Ancien Régime. Pour conclure cette partie d'administrateur de Napoléon, on remarquera qu'en l'affaire d'une quinzaine d'années, Napoléon Bonaparte a joué sur tous les tableaux, militaires, politiques, administrateurs. Et à l'aune des décisions actuelles, on a de la peine à imaginer une telle activité. Comment a-t-il pu se pencher sur tant de domaines différents en l'affaire d'une quinzaine d'années? Qui était-il au quotidien? On va aborder maintenant l'homme privé. Voir, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va voir quelques traits du caractère de Napoléon. Alors, qui est Napoléon? Celui qui détient les leviers de la France et de l'Europe pendant une quinzaine d'années. Je vais commencer par le physique. Alors, traditionnellement, on nous dit que Napoléon, on le présente comme un petit homme, un homme petit. C'est une erreur. Napoléon mesurait 1,68 m. On a des costumes. Et 1,68 m, c'est la norme pour le 19e siècle. Je prends des exemples pour appuyer ce que je viens de dire. Notons qu'une étude sur la population italienne au milieu du 19e siècle situait la taille moyenne d'un homme en Italie au milieu du 19e siècle à 1,50 m. Napoléon, 1,68 m. Et la taille moyenne d'un Italien au milieu du 19e, 1,50 m. Une autre référence, pour recruter les cuirassiers et les carabiniers de la garde impériale, c'était l'armée d'élite, il y avait un critère de taille, et pour être recruté chez les carabiniers ou chez les cuirassiers, il fallait un minimum de 1,74 m. Et certains carabiniers ou cuirassiers trichaient en rajoutant des talonnettes dans leurs bottes. Par conséquent, 1,68 m, c'est dans la norme de l'époque. Physiquement, il y a une reconstitution informatique qui est faite à partir du tableau de David, vous l'avez eu à l'écran. Il avait les cheveux châtains, coupés courts autour de la tête. On nous dit un visage rond, un front large et élevé, des yeux gris-bleu, un regard doux, une bouche gracieuse et des dents belles, nous dit-on. Sa vue n'était pas excellente. Sa corpulence a évolué au fil des années, vous avez pu le voir certainement dans les diapositives qui défilent. Il était maigre lors de la campagne d'Italie, et il prit peu à peu de l'embonpoint après le Sacre et surtout après 1809. Et sur la fin de sa vie, à Sainte-Hélène, il était devenu gros, pratiquement obèse. Alors son allure physique révéla vite les conséquences d'un vieillissement précoce. En effet, sa vie, vous l'avez compris, a été d'une très grande intensité. Il passa la plus grande partie de son règne à sillonner l'Europe, à cheval, en voiture. Sujet qui est allé à Moscou, plusieurs fois en Allemagne, en Italie, en Espagne. En France, il a bougé, enfin, il n'est jamais resté plus de 2-3 mois sur place. Il dormait très peu. 1 ou 2 heures lui suffisaient, et dit-on, la veille des batailles, on pouvait le réveiller jusqu'à 10 fois dans la même nuit,
et il conservait toute l'acuité de son jugement. Ses repas étaient expédiés en un quart d'heure et il se contentait de peu. Il appréciait, nous dit-il à Sainte-Hélène, une pomme de terre mangée au milieu de ses troupes, et un verre du petit vin de Chambertin lui suffisait. Certes, il y avait tout le cérémonial de la cour impériale. Il y sacrifiait évidemment, mais c'était une corvée pour lui. Il n'appréciait pas les festivités. On pourrait penser qu'avec un tel mode de vie, beaucoup de mouvements, l'empereur avait une santé robuste. Il n'en est rien finalement. La maigreur de sa jeunesse et son teint jaune étaient maladifs. Il avait contracté le paludisme avant la Révolution et les crises le poursuivirent jusqu'à la campagne d'Italie. Au siège de Toulon, en 1793, à la suite d'une blessure d'un coup de baïonnette à une cuisse, il a contracté une dermatose, une gale, comme on disait à l'époque. Et cette dermatose, cette gale, lui occasionnèrent des démangeaisons jusqu'à Sainte-Hélène. Il était également sujet aux hémorroïdes, qui le paralysèrent, notamment à la bataille de la Moscova, où vous l'avez à l'écran, vous l'avez vu à l'écran, où il est assis alors que tous ses maréchaux sont debout, et à celle de Waterloo. Ça le handicapa. Il fut victime de crises mystérieuses en 1805, alors était-ce de l'épilepsie, des convulsions d'estomac, on n'en sait trop rien. Mais c'est surtout après la campagne de Russie que sa santé s'altéra avec des crises de dysurie. Dysurie, c'est une difficulté pour uriner, qui le plongèrent parfois dans une apathie, notamment à la bataille de Waterloo, où là, vous voyez, entre les hémorroïdes et la dysurie, il était mal en point. À Sainte-Hélène, enfin, les affections gastriques vont dégénérer en cancer, et il mourra, comme on l'a vu, le cancer l'emportera en 1821. Quant à son caractère, après le physique, le caractère. Alors, le caractère de Napoléon, c'est celui d'un militaire. Il se mettait facilement en colère, mais n'était pas rancunier. Il ne hait pas plus qu'il n'aime. Maniaque d'autorité, il avait des manières brusques, il coupait la parole d'une façon impérieuse et il avait la conviction d'avoir raison. Il ne reconnaissait jamais ses fautes et à Sainte-Hélène d'ailleurs, lorsqu'il dicte le mémorial de Sainte-Hélène à Lascaz, il transforme souvent ses erreurs en les reportant sur ses adjoints. Ce sont ses adjoints qui sont les responsables. Alors, trahison à la campagne de France, où Marmont a livré Paris alors que Paris était défendable. Négligence de Grouchy à Waterloo, qui est arrivé après la bataille. Mauvaise manœuvre de Ney qui s'est obstiné à Waterloo à charger les Anglais, alors qu'il aurait pu se faire appuyer par l'infanterie. Il a chargé avec la cavalerie sans appui de l'infanterie, c'est une erreur du maréchal Ney. Finalement, Napoléon a des collaborateurs, mais peu d'amis. Ses grands actes sont souvent aussi suivis d'une réflexion vaniteuse. La modestie n'est pas son fort. Il reconnaissait d'ailleurs lui-même qu'il se savait petit pour les petites choses et grand pour les grandes. C'est quelqu'un qui se passionne pour tout, qui vit dans une atmosphère d'activité perpétuelle, jamais assis, toujours en mouvement. Lorsqu'il dicte ses mémoires, il les dicte debout. Et c'est donc en dictant ses mémoires qu'il va forger sa légende. J'en arrive à la dernière partie, la légende napoléonienne. Alors Napoléon a toujours compris l'intérêt de la communication, même si à son époque on ne parlait pas de communication. Il a joué fortement là-dessus.
Alors de son vivant déjà, parce quand on parle de légende napoléonienne, on pense souvent de la légende post-mortem. Mais la légende de son vivant. Il se l'est forgée, et elle prendra bien sûr toute son ampleur après sa mort. Alors voyons la légende de son vivant. D'abord, le nom des batailles. Les batailles portent des noms évocateurs et font rêver les contemporains. La bataille du Caire de 98, elle sonne mieux sous l'appellation de bataille des pyramides. La bataille de Borodino en 1812, elle impressionne davantage sous la dénomination de bataille de la Moscova. En outre, les paroles de Napoléon sont des paroles qui résonnent toujours. Lors de la campagne d'Italie, il écrit dans le bulletin de l'armée qu'il envoie à Paris « Bonaparte vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. Avant la bataille des pyramides, il harangue ses troupes en ces termes. Soldats, songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. Après la bataille d'Austerlitz, en 1805, il remercie ses soldats dans une allocution où certaines formules ont pour objectif de marquer les esprits. Soldats, je suis content de vous. Il vous suffira de dire « J'étais à Austerlitz » pour que l'on réponde « Voilà un brave ». Ce sont des formules qui résonnent encore aujourd'hui, qui sont des formules fortes. Mais c'est surtout et paradoxalement après sa chute qu'il a contribué à la construction de sa légende. Dans son exil à Sainte-Hélène, il dicte à ses fidèles, les 4 évangélistes, entre guillemets, Lascaz, le maréchal Bertrand, le général Gourgaud et le général Montholon. Il dicte à ses fidèles ses mémoires. Il y récapitule sa carrière, explique ses décisions, développe les projets qu'il aurait réalisés si, il y a beaucoup de si dans le mémorial de Lascaz, si le sort lui avait été favorable. On voit ce qu'il aurait pu faire. Et il va faire émerger le mythe du vaincu, trahi et persécuté par la petitesse des vainqueurs. Pourtant, sa mort, le 21 mai 1821, passe inaperçue en Europe. On apprend qu'il est mort par les gazettes, mais ça ne suscite pas grande émotion. C'est la publication du mémorial de Sainte-Hélène, de Lascaz, conseiller d'État de Napoléon, en 1823, suivi d'autres témoignages, les témoignages dont je vous parlais, Gourgaud, Montholon, Bertrand, qui va donner naissance à la fameuse légende napoléonienne. Et en pleine période romantique, Napoléon s'élevait ainsi au rang de figure mythique. Il devenait le nouveau Prométhée, enchaîné sur son rocher et tourmenté par un aigle lui dévorant le foie pour avoir volé le feu aux dieux et en avoir fait don aux hommes. En effet, Napoléon, il était bien enchaîné sur son rocher à Sainte-Hélène, tourmenté par un aigle, son geôlier mesquin, Cyrus de Sonnelau. Lui qui avait voulu, Napoléon qui avait voulu offrir le feu, répandre les idées révolutionnaires à travers l'Europe. Vous voyez le mythe de Prométhée qui s'accorde bien avec la légende napoléonienne. Mais cette légende également, elle correspond à la période romantique. C'est le génie incompris, rejeté par la médiocrité. Et la nouvelle génération de 1815-1820, cette nouvelle génération, elle regrette cette époque impériale où tout était possible, réussite, aventure, gloire, tout cela c'était accessible à tous. Avec la Restauration,
la chape de plomb est retombée sur la jeunesse bouillonnante. La longue introduction de la confession d'un enfant du siècle de Musset traduit cet état d'esprit que l'on nomme le vague des passions, le mal du siècle. Et Musset, dans cette introduction, il insiste sur les perspectives de carrière qui n'existent plus pour cette jeunesse romantique. Alors, lors des journées révolutionnaires de juillet 1830, les Trois Glorieuses, on entendit des émeutiers crier « Vive Napoléon II !» Mais la mort du roi de Rome, le 22 juillet 1832, fit perdre tout espoir de retour à l'Empire. En 1840, c'est sur les conseils d'Adolphe Thiers, le futur premier président de la Troisième République, que Louis-Philippe, roi de France alors, roi des Français plutôt, alors, voulut faire un coup politique pour allier le parti bonapartiste. Mais il raviva à son corps défendant le souvenir napoléonien. Il demanda et obtint des Anglais la restitution de la dépouille, et le corps la dépouille de Napoléon fut escorté, comme on l'a vu dans la première partie, triomphalement de Rouen jusqu'à Paris, avec des milliers de personnes tout au long du parcours, et les funérailles, malgré un froid glacial de moins 15 degrés en décembre 1840, fut accompagnées par une foule immense. Ensuite, lorsque Louis-Napoléon Bonaparte, son neveu, devint président de la Deuxième République en 1848, puis rétablit l'Empire en 1852, il contribua évidemment à développer la légende de son prédécesseur. La chute du Second Empire, par contre, a porté un coup d'arrêt au bonapartisme en tant que parti politique. Mais finalement, elle a peu écorné, la chute de Napoléon III a peu écorné l'image de Napoléon Ier. Ça paraît surprenant, mais ça s'explique. En effet, sous la Troisième République, Napoléon Ier, qui avait écrasé les Prussiens à Iéna en 1806, devenait un modèle pour cette France revancharde face à la Prusse, qui lui avait subtilisé l'Alsace et la Lorraine. Donc Napoléon Ier, malgré la chute du Second Empire, a conservé une certaine aura sous la Troisième République. Enfin, pour terminer, au XXe siècle, on retrouve Napoléon dans de nombreux domaines, littérature, cinéma, avec les fameux films d'Abel Gance. On le trouve même dans certains jeux comme le risque. Il existe un risque napoléonien, avec des règles spécifiques. Donc on le trouve mais un peu mêlé à toutes les sauces. Alors, pour conclure, je me rends compte que j'ai peut-être été un peu long. Napoléon, c'est un homme des Lumières. C'est la dernière figure du XVIIIe siècle et la première du XIXe. Il a ébranlé les vieilles monarchies et éveillé l'esprit des nations. Napoléon a été l'homme providentiel et il a probablement sauvé la Révolution. En effet, que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu de consulat ? Le directoire aurait été renversé, la monarchie serait revenue. Et de ce fait, en 1795, il y avait eu 5 ans en gros de révolution. En 5 ans, les idées de la révolution ne seraient pas passées à la postérité. Donc le fait d'avoir persisté à travers le consulat d'abord, puis l'Empire, ça a permis de mettre un sérieux coup d'arrêt à la Restauration, puisque la Restauration, dès qu'elle est intervenue, elle a toujours plus ou moins mécontenté. Donc on peut dire en effet qu'il a sauvé les idées de la Révolution. Et il avait réussi à faire une Europe déjà,
Et s'il avait triomphé, il souhaitait que tous les peuples d'Europe bénéficient des idées, des réformes de la France. Bon, dans cette conférence, on a guère parlé de la division. L'histoire l'a souvent négligée, Napoléon, que j'en ai parlé, jusqu'aux années 70, 1970, et l'arrivée de Jean Tullard, les études napoléoniennes n'avaient pas le vent en poupe. L'Empire était assimilé à une dictature militaire qui avait mis un terme à la Révolution. Puis, la Troisième République, après la chute de Napoléon III, on ne voyait pas dans Napoléon un intérêt particulier, si ce n'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'esprit de revanche par rapport aux Prussiens. Ensuite, au XXe siècle, Napoléon, il a parfois, à tort, été assimilé aux dictateurs fascistes ou nazis. Plus récemment, des minorités qui n'ont pas eu forcément une connaissance historique approfondie, reproché à Napoléon le rétablissement de l'esclavage, de l'inégalité entre les hommes et les femmes. Bon, alors ça, bien sûr, ce sont des erreurs, certainement, mais il faut les replacer dans leur contexte historique. On ne peut pas raisonner avec le regard d'aujourd'hui, 200 ans en arrière. Alors, je prends l'exemple d'abord de l'esclavage. La Révolution avait aboli l'esclavage, certes, mais à un moment où la métropole était coupée de ses colonies, puisque l'accès à la mer était interdit par les Anglais. Donc, abolir l'esclavage, ça ne servait à rien, puisqu'on n'avait plus de colonies. Et lorsque Napoléon le rétablit, l'esclavage, en vrai, il le fait à son corps défendant, il n'était pas favorable, mais il obéit à des pressions économiques de la canne à sucre et également politiques, car on est juste après la paix d'Amiens avec les Anglais, et les Anglais ne souhaitent pas voir l'abolition de l'esclavage dans des colonies proches des leurs. Donc, comme Napoléon a conclu un traité d'alliance avec les Anglais, il rétablit l'esclavage dans les colonies françaises, mais c'est surtout politique et économique. Mais personnellement, Napoléon n'était pas pour l'esclavage. D'ailleurs, dans les mémoires de Lascaz, il précise qu'il a aussi, pourtant je veux dire, il n'a pas écouté les médias d'aujourd'hui, mais il reconnaît que ce n'était pas une nécessité que de rétablir l'esclavage. En vrai, c'est un coup politique. Quant aux droits des femmes, si chers aux révolutionnaires, là, à nouveau, il faut bien dire que nombre de leurs égéries, comme Olympe de Gouges par exemple, elles ont péri guillotinées. Donc ce n'est pas Napoléon qui l'a guillotiné. Ensuite, il fallut attendre quand même 150 ans pour que les femmes obtiennent des droits égaux aux hommes. Alors pourquoi une si longue attente si le problème était si prégnant au début du XIXe siècle? Là, à nouveau, il faut replacer les choses dans leur contexte. Napoléon n'a pas pris des décisions contre les femmes. C'est simplement le contexte de l'époque qui le voulait. S'il avait vécu 100 ans plus tard, il aurait eu une autre attitude. En réalité, comme le dit Jean Tullard, l'historien doit porter un regard froid sur les événements du passé. L'émotion doit être exclue. Mais il est vrai que depuis la fin du XXe siècle, il y a parfois une nouvelle dictature de l'émotion qui impose des jugements de la bien-pensance et parfois quelques excès comme des volontés de déboulonner certaines statues ou autres. Alors nul n'est prophète en son pays. Napoléon, l'homme d'État le plus glorieux de l'histoire de France, celui qui venait d'apprendre au monde
qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur, pour reprendre le fameux incipit de la Chartreuse de Parme, de Stendhal, a souvent été boudé. En 2005, le président français, Jacques Chirac, n'a-t-il pas refusé de commémorer la victoire d'Austerlitz, alors qu'il avait participé à la commémoration, la même année, de la défaite de Trafalgar avec les Anglais? Quant à la commémoration de sa mort, en 2021, le président Macron y a sacrifié, mais très furtivement, un discours de 12 minutes aux Invalides et puis s'en va. Ainsi, depuis le 21 mai 1821, près de 100 000 livres sur Napoléon ont été publiés. 200 ans représentent 73 000 jours. Faites le compte, les chiffres sont là pour prouver l'intérêt que le personnage a suscité. Selon les époques, les sensibilités, la légende dorée ou la légende noire se sont imposées à tour de rôle. Aujourd'hui, il semble que l'on soit dans une période plutôt sombre. Cependant, on laissera le dernier mot au héros. Le 13 mai 1816, en exil à Sainte-Hélène, et en pleine période de légende noire, Napoléon Ier déclarait, vous l'aurez à l'écran tout à l'heure, vous l'avez vu plusieurs fois certainement, « Je m'inquiète peu de tous les libelles lancés contre moi. Mes actes et les événements y répondent mieux que les plus habiles plaidoyers. Qu'on aille chercher dans l'histoire et que l'on compare. » Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions. Merci. Je voudrais simplement revenir sur le siècle des Lumières. Est-ce que tu peux nous rappeler que dans le contexte justement, même scientifique, artistique, je me rappelle donc du sacre de Napoléon. Par exemple, là aussi, par exemple, ça rappelle autre chose, mais ça traduit aussi donc les tableaux traduisent un grand savoir-faire de la France à cette époque. Et au niveau architectural également, je pense qu'au niveau scientifique, oui, au niveau scientifique, en effet, il a profité de toutes ces connaissances. En effet, on aurait pu faire un sort à la campagne d'Égypte avec beaucoup de scientifiques, Berthollet, etc. Et est-ce que justement Napoléon s'inscrit dans cette volonté de domination de la France de l'époque? Oui, d'ailleurs il y a une citation, je pense, qui circule, je ne sais pas, celle-là, peut-être je l'ai négligée, cette citation. Il disait qu'il voulait que le Français se sente partout chez lui en Europe. Et pour lui, c'était un honneur que d'être Français. Et donc il voulait contribuer à ce que la France soit la première dans tous les domaines, alors en effet scientifique, militaire, politique, économique. Bon, après le problème c'est qu'il n'a pas pu réussir dans tous les domaines car la guerre l'a fortement accaparé. Est-ce que ce n'est pas la volonté justement d'imposer ce modèle au monde entier? Si, oui. Oui, il y a une volonté bien sûr de prédominance française. Quand il choisit la France par rapport à la Corse, il veut que la France soit la première. Est-ce que je réponds à ta question? Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais juste faire une remarque là sur Saint-Domingue. Je ne sais pas si... Je voulais faire une remarque sur Saint-Domingue. Je ne sais pas si le respect de la paix d'Amiens était la volonté première de Napoléon quand il a envoyé des troupes parmi ses meilleures troupes pour réprimer
Oui. Puisque c'était quand même l'île qui produisait la moitié du sucre, qui était une véritable richesse à l'époque. Et il y avait quand même à l'époque encore le commerce colonial qui occupait 1 Français sur 10, dans des ports comme Bordeaux, Nantes et tout. Donc c'était, d'après moi, c'est pas uniquement un coup politique. Oui, il y a un coup politique, mais il y a également l'économie. Il y a l'économie, ça je l'ai dit. Et puis après, par rapport à la révolte de Saint-Domingue, tu fais allusion, je pense, à Toussaint l'Ouverture. Le problème, c'est que souvent, Toussaint l'Ouverture, on le considère comme quelqu'un qui est contre l'esclavage. Certes, il est contre l'esclavage, mais il avait quand même établi des travaux forcés qui s'apparentaient fortement à de l'esclavage. Et l'histoire de Saint-Domingue, en réalité, cette révolte, il fallait la mater pour ne pas que ça fasse tache d'huile sur les autres. Donc après, il y a certainement, c'est sûr que tout n'est pas louable. Parce qu'on ne pouvait pas, disons, si la révolte de Saint-Domingue avait réussi, ça faisait tache d'huile sur le bassin français là, entre de la mer du Mexique. Autre question? Alguna pregunta més? Bé, doncs, li agraïm al senyor Canyà que hagi estat tan explicatiu i tan diferenciant els diferents aspectes que de vegades doncs, no ens n'adonem suficientment i doncs de fer alguns d'ells, moltes de les coses que va fer encara romanen actives. La codificació del dret doncs, és un aspecte que altres països també van anar adquirint ja, doncs, a diferència del que passava a Andorra en aquell moment, que eren usos i costums, però doncs, és realment una persona fascinant, Napoleó. Us agraïm haver estat doncs, tan clar. Agraïm a tots vostès que hagin vingut en aquesta conferència. És, doncs, com hem dit, la darrera. Ara doncs, el següent acte que es farà serà la presentació del llibre de la Diada Andorrana de Prada de l'any passat, que no es va fer a Prada, sinó que es va fer a Andorra excepcionalment, però en el marc de la Universitat Catalana d'Estiu, que serà el dia 27 de juliol al Museu de l'Electricitat, a fer de les 11 del matí. I estan doncs, convidats i doncs, reprendrem les conferències el setembre proper. Doncs, com saben, les conferències les enregistrem i estan penjades al canal de YouTube de la Societat Andorrana de Ciències. Si ha quedat algun aspecte que vulguin doncs, rememorar i seran a temps a partir de la setmana que ve. Moltes gràcies a tots. Thank you.